On a le sentiment qu'on entre dans l'ère israélienne, où un petit pays exerce une domination militaire absolue sur l'ensemble de la région. Dans la nuit du 12 au 13 juin 2025, Israël lance une attaque de grande ampleur contre la République islamique d'Iran. C'est une opération ciblée visant à neutraliser la menace iranienne qui pèse sur la survie même d'Israël. Ça n'a jamais eu lieu dans de telles proportions entre l'Iran et Israël. Alain Frachon est éditorialiste pour le journal Le Monde. Il a vécu en Iran et a été correspondant à Jérusalem. Nous avons discuté avec lui de l'évolution historique de la relation entre ces deux pays et de la manière dont le dispositif de défense iranien pourrait bien finir par s'effondrer. Ce régime n'est pas sûr de lui. Ce régime a peur. Si on s'interroge sur l'impact régional de la situation que nous sommes en train de vivre au Moyen-Orient, bien entendu que ça aura des conséquences assez profondes, au moins pour les 10 ans qui viennent. Alors ces deux pays entretiennent une relation assez spécifique, assez particulière. Lorsque l'État d'Israël est créé, le fondateur de l'État d'Israël, le Premier ministre David Ben-Gourion, celui qui va devenir le premier Premier ministre de l'État d'Israël, dit « Nous avons pour le moment l'hostilité du monde arabe autour de nous, de la Syrie, de l'Égypte, du Liban, de l'Irak, plus l'hostilité des populations palestiniennes locales. Eh bien, nous devons tisser de bonnes relations avec les membres, avec les pays du Moyen-Orient qui ne sont pas des Arabes, parce que eux ne considèrent pas que la création d'Israël est une provocation et en font une cause qui vient nourrir le nationalisme arabe. Et il y en avait deux, il y avait la Turquie et il y avait l'Iran. Le jeune Israël va nouer de très bonnes relations, d'abord avec la Turquie, mais aussi avec l'Iran. Il y a une importante communauté juive en Iran, il y a des relations avec Israël, et donc il y a des relations qui vont être privilégiées, je dirais, entre l'Iran et Israël. Et puis arrive la guerre froide. La guerre froide accentue ce rapprochement. La dynastie du Shah est très proche des États-Unis. La Turquie est membre de l'OTAN. L'adversaire est le même, c'est l'Union soviétique. Les Iraniens se méfient terriblement de l'Union soviétique, puisque l'Union soviétique a occupé l'Iran, la partie azerbaïdjanaise de l'Iran, notamment au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, et ne sont partis qu'en 1947 ou en 1948, je crois. Et donc, voilà un ensemble de pays, Israël, Turquie, Iran, qui, dans toute la période de la guerre froide, sont proches d'Israël et servent les intérêts stratégiques des États-Unis. Donc ça, c'est la première partie. Et puis arrive la révolution iranienne en 1979. Tout est fini. L'irrésistible ascension du chef religieux a fait basculer l'empire de Reza Pahlavi, que ses protecteurs américains ont abandonné à son sort. En 1979, l'Iran est secoué par une révolution. Son dirigeant, le Shah, un allié des États-Unis et d'Israël, est renversé. À sa place, une république islamique prend le pouvoir. Elle défend fermement la cause palestinienne et fait d'Israël son ennemi juré. Nous sommes contre Israël. Nous n'aiderons jamais Israël. Dès le début, la révolution islamique s'oppose à l'État d'Israël et même appelle à sa disparition. Elle se fait aussi de manière structurante contre les États-Unis. Dans l'ADN de la révolution iranienne, il y a un anti-américanisme farouche. Il y a aussi, au moins au début, une opposition radicale à l'Union soviétique. Ça s'appelle ni Est ni Ouest. C'est un des grands slogans de la révolution islamique, ni Est ni Ouest. Pas les soviétiques, pas les Américains. Il y a tout ça dans la révolution islamique, plus une opposition radicale aux régimes arabes. La révolution islamique estime que les régimes arabes trahissent l'islam, trahissent pas seulement parce qu'ils sont sunnites, mais aussi parce que toutes ces familles régnantes mènent des vies dissolues, décadentes, habitent plutôt la Costa Brava et que c'est une honte pour l'islam, et particulièrement les Saoudiens, qui sont les gardiens des grands lieux de l'islam, c'est-à-dire la Mecque et Médine. Alors eux se comportent très mal, ils roulent en Rolls-Royce, etc. Et la révolution islamique est
est persuadé que les masses arabes vont se lever. Donc tout le monde arabe prend peur. L'Union soviétique prend peur pour s'en protéger, l'Irak. Les États-Unis prennent peur pour leur protéger, l'Arabie saoudite et les autres pays du Golfe. C'est une époque où le pétrole compte énormément. L'Iran, l'Irak, l'Arabie saoudite, le Koweït, tout ça sont des grands producteurs de pétrole. C'est même l'époque pré-gaz naturel. Et donc, le pétrole est un élément clé de l'importance stratégique, économique que peut représenter toute cette région du Moyen-Orient. C'est cette époque-là. On est dans la guerre froide et on est dans une époque où le pétrole compte énormément. Tout le monde a peur et le seul pays arabe qui a une vraie armée et qui a un différend frontalier en plus avec l'Iran, c'est l'Irak. Les forces irakiennes, aidées par tout le monde, par les Occidentaux qui adorent Saddam Hussein à cette époque, aidés par les Soviétiques qui appuient leurs clients, Saddam Hussein, tout ce monde-là est d'accord pour faire tomber la République islamique, pour la fragiliser et voir la faire tomber. Il a fallu seulement quelques heures à l'armée irakienne pour s'emparer de ce poste frontière alentour de Shalamja. L'armée irakienne attaque l'Iran, s'empare de la région pétrolière, mais la République islamique ne s'effondre pas. Au contraire, il y a un réflexe d'union nationale qui va définitivement installer la République islamique au pouvoir, qui va conforter son assise populaire au pouvoir et qui fait que l'armée iranienne, qui n'aimait pas la République islamique naturellement, mais va se battre contre l'Irak, et ce qui fait aussi qu'une deuxième armée est créée, les gardiens de la Révolution, parallèlement à l'armée régulière. Donc tout le monde se bat contre l'Irak. La guerre va durer 8 ans. Elle va faire des centaines de milliers de morts, des destructions invraisemblables en Irak et en Iran. C'est une guerre terrible. Il ne fait pratiquement aucun doute aujourd'hui que l'armée irakienne fait usage d'armes